Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième heure de notre édition spéciale pour passer en vue ensemble cette actualité sécuritaire et politique plus riche que jamais. Avec nous pour cela, Maître Nili Kupfer-Naouri qu'on accueille. Bonjour et merci à vous. Vous êtes avocate et présidente d'Israël is Forever. Maître Sarah Shalom, merci d'être avec nous également. Vous êtes avocate, deux avocates. Moi, c'est Tony Racaro, Daniel Naïk qui est toujours avec nous. Analyse politique, i24 News. Alors, avant de vous entendre tous les trois, on va faire un passage et bien sûr par le sud tout de suite d'Israël, tout près de la bande de Gaza. Stéphane Goldin avec nous. Bonjour Stéphane, notre envoyé spécial. Aussitôt le cessez-le-feu entré en vigueur entre Israël et l'Iran, que les projecteurs se tournent à nouveau vers Gaza. Alerte il y a quelques minutes sur place et puis beaucoup d'activités de la part de Tsahal. Attention particulière qui est donnée au contrôle de l'aide humanitaire. Oui, bonjour David. D'abord, une alerte a été déclenchée il y a franchement quelques minutes du côté de Yated. Yated, c'est du côté de Kerem Shalom, donc au sud de la bande de Gaza. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. On ne sait pas ce qui est tombé sur le terrain, sur le territoire israélien, ce qui a été tiré, si ça a été intercepté. On en saura un peu plus dans les minutes ou dans les heures qui viennent. Toujours est-il que l'alerte a été déclenchée une fois de plus dans le sud d'Israël. Concernant l'aide humanitaire, le Hamas essaye de piller cette aide humanitaire, essaye de s'emparer à tout prix de l'aide humanitaire, parce que le Hamas a très bien compris que celui qui contrôle l'aide humanitaire contrôle la population. Or, on voit aujourd'hui des hordes de terroristes du Hamas s'approprier les camions d'aide humanitaire qui continuent à rentrer sur le territoire israélien avec les autorisations qu'il faut, l'autorisation gouvernementale pour pouvoir donner cette nourriture au peuple palestinien qui vit à Gaza. Toujours est-il qu'il faut savoir que depuis déjà 30 jours, 44 millions de repas ont été donnés, distribués au peuple palestinien qui vit ici, le peuple gazaoui qui vit ici dans la bande de Gaza, et ce Hamas essaye à tout prix de mettre une pression très forte sur les Gazaouis et d'intimider aussi cette population. Donc on voit très bien qu'il y a cette volonté en tout cas de Hamas de vouloir s'approprier cette aide humanitaire. Aujourd'hui ils ont même mis en place des films, des vidéos pour montrer comment les choses étaient organisées, comment les milices proches du Hamas organisaient cette aide humanitaire. Or on sait très bien que tout ça est complètement factuel et on sait très bien qu'il y a une velléité pour le Hamas de vouloir continuer avec cette aide humanitaire qui va lui permettre aussi de la vendre au marché noir, de pouvoir recruter des terroristes, de pouvoir recruter aussi d'autres personnes pour maintenir leur pouvoir sur le territoire ici à Gaza. Toujours est-il que les forces de Tsahal continuent à mener une pression militaire sur l'ensemble du territoire de Gaza, du côté de Sajaya, du côté de Khan Younes, avec des tirs qui n'arrêtent pas d'arrêter actuellement, avec une seule volonté en tout cas pour les forces de Tsahal, libérer et ramener sur le territoire israélien les 50 otages et aussi éliminer le Hamas politiquement et militairement. Voilà, 50 otages encore à libérer. Donc la clé, c'est bien sûr, entre autres, l'aide humanitaire. Merci beaucoup Stéphane Goldin. Deux informations importantes qui nous parviennent à l'instant. D'abord, on apprend que Benyamin Netanyahou va se rendre à Washington durant la deuxième semaine du mois de juillet. C'est très bientôt. Et puis Donald Trump, c'est important, Nili Kupfer-Naouri, a parlé par téléphone avec Netanyahou. Ils auraient convenu, les deux hommes, d'un plan de paix pour Gaza. Est-ce que ce serait ça, quelque part, le prix à payer que redoutaient certains, peut-être, de l'aide américaine, du soutien américain, y compris pas plus tard que ce matin, l'aide de Donald Trump, le petit coup de pouce à Netanyahou sur son procès? Je pense que l'aide américaine a surtout aidé Trump. Il voulait rentrer dans l'histoire. Nous avons véritablement vécu des journées historiques. Et le régime des ayatollahs nomme encore Israël le petit Satan et les États-Unis le grand Satan. Donc Netanyahou était prêt à aller en guerre seul, à terminer seul ce combat contre l'Iran. Et si Trump a voulu y rentrer, c'était également pour défendre le peuple américain des menaces iraniennes. Il y a bien un intérêt réel pour les Américains. Il est évident que c'est le cas. Maintenant, qu'il ait exigé un prix de Netanyahou, c'est très possible vu que c'est ainsi qu'il fonctionne. Et j'espère qu'effectivement, il ne s'agit pas d'un État palestinien. Un plan de paix, moi je suis tout à fait pour. Je suis pour la paix à Gaza. Et je suis pour la paix à Gaza. À mon sens, la paix à Gaza ne sera possible que si il y a une émigration massive des Gazaouis vers d'autres pays. Macron sera certainement enchanté vu qu'il soutient tellement les Gazaouis d'en récupérer. L'émigration volontaire, et je suis persuadée qu'il y en a beaucoup qui voudront aller en Europe ou dans d'autres pays. L'installation d'implantation, de réimplantation juive à Gaza, parce que nous avons compris que le 7 octobre est arrivé
distribués à cause de l'erreur du retrait unilatéral en 2005, de l'évacuation, de la déportation de 8500 juifs qui s'y étaient installés et qui assuraient la sécurité de tous les villages qui bordaient Gaza et de tout le pays. Et aujourd'hui, nous nous en rendons compte. Donc un plan de paix, je l'espère. D'autres pays arabes qui se joindraient aux accords d'Abraham, je l'espère, mais la paix contre la paix. Alors, ça doit être l'équation unique qui doit guider des accords de paix supplémentaires. Alors c'est ça la question, quelle paix, hein, Sarah Shalom, parce que c'est vrai que notamment à droite en Israël, on s'inquiète d'un règlement qui laisserait quelque part le Hamas plus ou moins sur pied à Gaza, même s'il aurait peut-être moins d'influence, moins de pouvoir. À quoi ça pourrait ressembler d'après vous ce deal qui est négocié en ce moment, hein, visiblement entre Trump et Netanyahou? C'est très difficile à savoir parce qu'on a des déclarations de Trump assez contradictoires sur quelles étaient ses velléités sur Gaza. On parlait des portes de l'enfer qui allaient s'ouvrir, d'un plan d'immigration massive volontaire. Donc c'est assez difficile de le savoir. Je voudrais néanmoins souligner quelque chose parce qu'on a beaucoup mobilisé le droit international contre Israël. On l'a vu avec l'Iran. Il est très important de préciser parce que c'était évoqué, le détournement de l'aide humanitaire est un crime de guerre. Ce crime de guerre, lorsqu'il est commis, justifie une suspension de l'octroi de l'aide humanitaire. C'est très important de le préciser, qu'Israël continue à délivrer une aide humanitaire tout en essayant de contourner ce risque-là qui est un crime de guerre. Et encore une fois, c'est le droit international qui permettait à Israël de suspendre l'acheminement de l'aide humanitaire. Donc de toute manière, tant qu'on aura un groupe dans la bande de Gaza qui s'adonne à des crimes de guerre, à des crimes contre l'humanité, voire peut-être un crime de génocide, il y a un peu cette question concernant la qualification du 7 octobre, il n'est pas possible d'avoir une paix avec un groupe qui contrôle un territoire dont le seul souhait est votre anéantissement. On ne peut pas négocier un entre-deux et c'est le même problème avec l'Iran. Encore une fois, c'est ça, la clé, hein, c'est le contrôle. Pour l'instant, en tout cas, l'issue de la guerre, ça passe par le contrôle humanitaire, parce que le Hamas profite de cela et continue à entretenir quelque part ses finances aussi, et ses recrues grâce à ça, ce qu'on disait. On l'a dit depuis le début, malheureusement, personne, ni les organisations qui soutiennent, on va dire par exemple les familles d'otages, n'ont répondu à l'appel, à part certaines familles d'otages, hein, il faut le souligner. Il y en a qui sont rendus quasiment depuis le début à Kerem Shalom pour essayer de bloquer l'aide humanitaire, mais il n'y a pas eu un répondant massif concernant justement cette problématique de l'aide humanitaire qui tombe entre les mains du Hamas et qui profite au Hamas. Aujourd'hui, le Hamas ne vit que des revenus de l'aide humanitaire. Et ça, c'est véritablement problématique. C'est stupéfiant de constater que la communauté internationale ne le comprend pas, que les Européens ne le voient pas, alors que c'est limpide, c'est de plus en plus limpide. On n'a pas parlé de Gaza pendant 2 semaines à cause de l'Iran, mais au cours de ces 2 semaines, eh bien, on a assisté effectivement à un effritement, on va dire, de la volonté d'Israël de contrôler, en tout cas d'assurer la sécurité de ces convois, parce qu'on peut assurer la sécurité en passant au départ par le sud. Lorsque ces convois passent de Kerem Shalom vers Khan Younes au début, il y a là-bas les organisations américaines qui distribuent les repas, des millions de repas, car on a parlé de 40 millions de repas, mais après c'est beaucoup plus difficile d'accompagner ces convois vers le nord, et là le Hamas reprend le contrôle de la bande de Gaza, il récupère énormément d'argent, il récupère énormément de denrées, et il les vend, il les commercialise, et il récupère de l'argent qui est utilisé pour recruter de nouveaux terroristes, de jeunes terroristes qui commettent des actes comme malheureusement ceux qui se sont produits il y a 2 jours et qui ont coûté la vie à 7 soldats israéliens. Okay. Donc il faut essayer de revenir à une gestion totale de l'aide humanitaire, faire comprendre, peut-être utiliser les Américains, puisque les Américains sont impliqués là-dedans, dans la gestion de l'intégralité de l'aide humanitaire. C'est la clé, on va dire, de l'asphyxie, on va dire, du Hamas sur le plan économique et peut-être aussi sur le plan politique. Ouais, donc il y a des points spécifiques dans Gaza qu'il faut peut-être contrôler davantage. Vous restez avec nous tous les trois. On va retrouver également à présent Chani Guidalia qui s'est rendu place des otages à Tel Aviv. Bonjour Chani, ce qu'on disait à l'instant, hein, c'est vrai qu'il y a ce compteur qui reste bloqué à 50 otages toujours détenus à Gaza, dont seulement 20 seraient encore vivants, et on comprend que les négociations sont dans l'impasse, même si, comme on l'a dit, eh bien, voilà peut-être une issue en négociation entre Netanyahou et Trump.
Oui, une possible issue puisque le Premier ministre israélien s'est entretenu aujourd'hui avec le président Donald Trump lors d'une conversation téléphonique. Ils se seraient mis d'accord pour terminer la guerre à Gaza dans les 2 prochaines semaines. Donc voilà, le Premier ministre israélien qui est attendu à Washington au mois de juillet. Et aujourd'hui, le Hamas qui a affirmé que c'est seulement lorsqu'il enverra Khalil al-Haya, qui, je rappelle, est le responsable du Hamas, qui est responsable des négociations. C'est seulement lorsqu'il enverra Khalil al-Haya au Caire que ce sera le signe d'une possible avancée dans les pourparlers. Mais le Hamas ajoute qu'il faut d'abord qu'Israël envoie une délégation pour continuer, pour poursuivre les pourparlers et peut-être conclure un accord. En attendant, il y a toujours cette mobilisation des familles des otages qui se poursuivent avec plusieurs actions qui ont été mises en place. Il y avait ce matin à Tel Aviv une manifestation de ces familles d'otages. Un peu plus tôt, ici, place des otages, il y avait une conférence de presse. Et d'ici 1 heure, il y aura aussi une marche silencieuse qui partira de Dizengoff, qui s'achèvera ici, place des otages, pour appeler à la libération des 2 jumeaux, Ziv et Gali Berman. Donc on voit vraiment ces familles d'otages qui s'en remettent aujourd'hui au président Donald Trump. Elles espèrent qu'il pourra faire pression sur le gouvernement israélien pour pouvoir conclure un accord et libérer enfin les otages qui sont toujours détenus à Gaza. Voilà, pression sur le gouvernement israélien. Merci Chani Guidalia, en direct de la place des otages. Pression, Nelly Kupfer-Naoui, j'imagine que vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur Israël alors que c'est quand même le Hamas qui détient les otages. C'est peut-être là-dessus qu'il faudrait commencer à mettre un peu plus de pression, j'imagine. Oui, la pression doit être toujours sur Israël. C'est d'une hypocrisie incroyable. Tout le peuple d'Israël, tout le peuple juif dans le monde entier veut voir ces 50 otages retourner dans leur foyer. Et pour ceux qui sont déjà décédés, revenir en terre d'Israël. Il y a des moyens de récupérer les otages. Et ces moyens n'ont pas été mis en œuvre. À la différence de l'Iran, où nous pensions que il était certain que notre avenir pourrait véritablement être détruit, que la survie d'Israël était en jeu, Binyamin Netanyahou a fait fi des pressions internationales. Et contrairement à Gaza, on a l'impression que tout ce que va émettre comme critique l'opinion internationale compte énormément. Il faut absolument donner cette aide humanitaire, sinon que va dire le monde? Il faut faire des opérations chirurgicales, sinon que va dire le monde? Nous devons agir à Gaza comme nous avons agi en Iran. Et nous avons certainement les capacités de faire des opérations militaires pour récupérer nos otages. Il est vrai que c'est beaucoup plus difficile parce que nous ne voulons pas réitérer le scénario qu'il y a eu dans une autre opération de sauvetage où 6 de nos otages ont été du coup éliminés par le Hamas avant que Tsahal n'arrive. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un véritable traumatisme suite à cette opération et que Tsahal ne veut pas réitérer ce genre d'opération. Mais pourtant c'est le seul moyen de le faire vu que les otages sont la police d'assurance, la seule garantie qu'a le Hamas de tenir encore debout. Donc il est évident que, de son point de vue, ils n'ont aucun intérêt à libérer les otages. Seule une pression militaire, diplomatique et humanitaire également. Cesser ces camions humanitaires. C'est le seul moyen de récupérer nos otages. Ces camions humanitaires vont certes, peut-être, en partie à une population civile, mais il ne faut pas oublier que cette population civile était largement impliquée dans les meurtres du 7 octobre, dans les atrocités que nous avons vues. Et les Bibas, voilà, pour ne parler que des Bibas, ils étaient retenus par des civils. Donc que on ne parle pas de population innocente qui vit dans la famine. Ils ont énormément de vivres et nous devons y mettre un terme pour que et ces civils et le Hamas libèrent nos otages. En tout cas, vous dites, voilà, vaincre le Hamas comme on a vaincu l'Iran. Alors la grande différence, c'est ça le problème, c'est que le Hamas a des otages et c'est la clé. J'imagine que le droit international a son mot à dire là-dessus. C'est peut-être plus compliqué de battre le Hamas qui a des otages que de battre l'Iran. C'est ça la problématique pour Israël. Oui, tout à fait, mais ce qu'il ne faut pas oublier, on a l'impression que les seuls crimes commis par le Hamas se sont arrêtés le 7 octobre. Ce n'est absolument pas le cas. Et je rejoins tout à fait ma consoeur sur le fait que la pression doit aller sur le Hamas qui commet continuellement des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité depuis le 7 octobre, qui en a commis un il y a tout juste 2 heures en lançant une roquette sur des zones civiles, sans aucune distinction, sans aucune proportion. Toujours est-il qu'effectivement, c'est leur seule monnaie d'échange. Ils n'ont
et c'est exactement ce que disait ma consoeur, ils n'ont aucun intérêt à les rendre. Et qu'aujourd'hui, tant que pression ne sera pas faite sur le Hamas d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue militaire, sur la question de l'aide humanitaire, c'est toujours plus délicat parce qu'il ne faut pas que ces mesures ne soient pas discriminées. C'est-à-dire, et c'est ce que tente de faire Israël d'ailleurs avec ce programme d'aide humanitaire, c'est de faire en sorte qu'elle bénéficie aux personnes qui en ont besoin, que l'aide humanitaire ne soit pas un outil de guerre, mais un outil de paix. Si jamais une partie de l'aide humanitaire se retrouve dispersée dans la nature et continue à financer l'effort de guerre du Hamas, il est évident qu'il faut agir sur cela, tout en permettant que de l'aide humanitaire puisse venir aux personnes qui en ont le plus besoin. On sait qu'il y a des disparités entre le nord et le sud quant à l'état. Alors, l'état de famine n'a pas été déclaré à Gaza. Je pense que ça, c'est aussi important de le rappeler. Il y a un organisme onusien qui est en charge de décréter un état de famine. Il y a une seule famine dans le monde aujourd'hui, c'est au Soudan, qui est la pire crise humanitaire au monde selon les Nations Unies, qui n'intéresse personne. Et puisqu'on parle de l'aide humanitaire, l'intégralité de l'aide humanitaire demandée pour Gaza a été octroyée. Pour le Soudan, ce n'est même pas la moitié. Donc c'est aussi très important. Des inégalités d'aide. Il y a une inégalité d'attention, d'aide, de pression qui est faite sur ce. Regardez même, on a beaucoup parlé de la Cour internationale de justice, tout le monde s'est découvert avec un grand intérêt pour le droit international et la Cour internationale de justice. Il y a eu une procédure des Émirats arabes unis contre le Soudan, où le Soudan avait assigné en justice, entre guillemets, les Émirats arabes unis sur le fondement de la Convention de répression contre le génocide. Ça n'a intéressé personne. Donc on se doute de pourquoi il y a un intérêt prépondérant porté sur Israël, mais tant qu'on ne prendra pas connaissance de l'intégralité des crimes commis par le Hamas, de ces velléités qu'on ne peut pas ignorer, il est impossible de concevoir une paix sur le long terme. Et on sait très bien que sans pression militaire, il n'y aura jamais d'otage qui sera rendu. Donc si on résume, Daniel, ce que nous disent Maître Sialom et Maître Kupfer-Naouri, il faut mettre tous les leviers diplomatiques et puis aussi financiers et donc militaires pour venir à bout du Hamas, en 2 mots. Oui, mais j'ai le sentiment tout de même que c'est le levier diplomatique qui est en train de se mettre en place. On est en train on le voit, une rencontre entre Netanyahou et Trump dans 2 semaines à la Maison-Blanche, des déclarations de Donald Trump en faveur de Benjamin Netanyahou, et surtout, et puis je crois qu'il faut rappeler d'abord, que le président Trump est très touché par le dossier des otages, il veut régler le problème des otages, et on peut s'attendre à ce qu'il y ait des pressions sur Benjamin Netanyahou. Je vous rappelle qu'à un certain moment, à la fin de son mandat, lorsqu'il a été question des accords d'Abraham, eh bien Donald Trump a fait pression sur Benjamin Netanyahou pour qu'il n'y ait pas de reconnaissance, l'annexion de la Judée ou d'une partie de la Judée et de la Samarie, et Netanyahou a cédé à ce moment-là. Donc il n'est pas impossible que Netanyahou, on va dire pris entre le marteau et l'enclume, en tenaille par Donald Trump, qui vient de lui offrir un boulevard de mérite et d'hommage autour de son procès, eh bien lui disent, ben oui, voilà, moi je t'ai soutenu au niveau de ton procès, j'ai enclenché peut-être une démarche qui va aboutir à une amnistie, peut-être, parce que c'est encore plus compliqué et les juristes me le confirmeront, mais en échange, il va falloir que tu lâches du lest, comme tu as lâché du lest au moment des accords d'Abraham. Donc chaque cadeau réduit, évidemment. On est plutôt du côté de la diplomatie que, on va dire, d'un règlement sur le terrain. Les cadeaux de Trump qui n'en sont pas vraiment, qui réduisent forcément la marge de manœuvre du Premier ministre israélien. Alors, un autre aspect, on va reparler de ce vol, pas comme les autres, qui a atterri hier à l'aéroport Ben Gurion. À bord, une centaine de personnes, principalement des Français, venus réaliser l'Alia, leur rêve d'Alia, s'installer en Israël. Le tout premier vol d'Alia, d'ailleurs, post-guerre avec l'Iran. Et nous sommes en ligne pour en parler avec Emmanuel Sillon. Bonjour et merci à vous. Vous êtes directeur de l'Agence juive en France et dans les pays francophones. Et puis avec nous également Jessica. Bonjour et merci à vous. Vous faites partie justement de ces tout nouveaux et heureux, on l'imagine, immigrants. Justement, Jessica, je me tourne vers vous. Quand la guerre débute, il y a bientôt 2 semaines, vous avez douté de pouvoir faire votre Alia avant un bon moment? Vous vous êtes dit, patience, c'est peut-être pas encore pour tout de suite? Alors, dans le cœur, non. Nous, ça n'a absolument rien changé à notre volonté de faire l'Alia. En revanche, étant enceinte de 8 mois, il y avait une vraie contrainte de délai pour moi liée à ça. Ouais. Effectivement, c'est un paramètre qui compte. Et à l'inverse, la guerre, donc ça ne vous a pas dissuadé dans votre projet d'Alia de long terme, de voir que c'est un pays qui est régulièrement en guerre? Ça ne vous a jamais refroidi, ça? Non, parce que j'ai envie de dire que quand on choisit de faire l'Alia, on sait un peu, on connaît la vie qui nous attend, et on fait le choix d'aller en Israël, pas que pour les bons moments, mais aussi pour pouvoir soutenir le pays dans les moments plus durs. Et même si c'est une des guerres les plus terribles qu'Israël ait traversées de nos jours, on était prêt à l'affronter.
Ouais, effectivement, la détermination. Emmanuel Sillon, on comprend bien que ce vol, ça aurait été aussi un défi logistique. C'est seulement vendredi que vous avez eu la confirmation que ce vol serait possible. Ça aura été beaucoup de suspense jusqu'au bout? Effectivement, dans ce vol, tout d'abord, je souhaite à Jessica et à sa famille une bonne intégration en Israël, une bonne alliance. Et effectivement, c'était un grand défi logistique. Vendredi, on a eu la confirmation que le vol a pu avoir lieu. Comme vous le savez, vendredi, on n'était pas encore dans le cessez-le-feu. Et comme disait Jessica, toutes les personnes qui étaient concernées par ce vol-là, qui devaient faire Thalia pendant cette période-là, on les a contactés, on leur a demandé s'ils désiraient maintenir leur date d'Alia. Et l'immense majorité, 99% d'entre eux, ont dit oui. Et effectivement, hier, après le cessez-le-feu, ce vol est arrivé en Israël, c'était quelque chose de très émouvant. Et comme dit la chanson Evenu Shalom Alechem, les 100 Olim ont amené la paix en Israël. Oui, la paix, effectivement, qui est venue avec cette alliance. Jessica, pour vous aussi, il a fallu être prêt quelque part en dernière minute. Pas de problème de logistique pour vous de ce côté-là? En fait, nous, on a reçu un coup de fil donc de notre coordinatrice de l'agence juive dimanche, nous disant qu'il y aurait peut-être un vol cette semaine entre mercredi et jeudi, qu'il fallait se tenir prêt, et du coup on a fait nos valises et on était limite sur le palier de la porte à attendre le coup de fil qu'on a reçu vraiment la veille à 17h. Donc on était prêts. Vous n'attendiez que ça, effectivement. Vous avez senti cet engouement aussi parmi ceux qui vous entouraient dans ce vol d'Alia? Excusez-moi, pardon. Non, je vous demandais si vous avez ressenti cet engouement, cette joie quelque part de venir en Israël parmi les gens qui vous accompagnaient dans ce vol, une centaine de personnes? Oui, tout à fait. Vraiment, c'était très particulier pour nous de pouvoir arriver dans ce contexte, en fait, parce que le cessez-le-feu n'était pas prévu quelque part. On s'attendait à arriver dans un milieu très hostile et finalement, c'était la joie. Tout le monde dansait, tout le monde était heureux. On était, je pense, encore plus heureux que si l'Alia avait eu lieu il y a un mois. Ouais, effectivement, on a vu les images. C'est vrai que ça fait plaisir. Emmanuel Sillon, dans l'intervalle, guerre, cessez-le-feu, on va dire, il y a eu des annulations d'Alia ou bien tout le monde a répondu présent? Je vous l'ai dit, 99% des personnes ont répondu présent. Des problèmes logistiques ont dû obliger certaines personnes à repousser ultérieurement leur date, mais en dehors de ce vol, y compris en dehors de ce vol. Non, dans ce vol-là, 100% des personnes sont montées sur ce vol. Ouais. Encore une fois, l'émotion était palpable avec tous nos partenaires du ministère de l'Allié et de l'Intégration, du Keren Lididout et de tous les organismes qui aident les Olim. On était présents pour accompagner et accueillir les Olim à Ben Gurion. Et ben voilà, c'est magnifique, hein. Très belle initiative et réussie finalement. Malgré le suspense, on souhaite beaucoup de courage à tous les deux. Comme on dit chez nous, Bécha Tova, ça veut dire un bon accouchement. En plus, ici en Israël, pour cet enfant qui va naître juste après la guerre, voilà, on vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite pour la suite. Merci Jessica donc, et Emmanuel Sillon. Alors bonne nouvelle, c'est ça Nilia Kufenaoui, c'est encourageant de voir quelque part ce mouvement, cette volonté de venir s'installer coûte que coûte en Israël malgré la guerre. D'ailleurs, il n'y a pas que ceux qui font l'Alia, il y a aussi les Israéliens qui étaient coincés à l'étranger, qui faisaient tout pour venir, y compris en temps de guerre, revenir au pays. C'est certainement le seul pays au monde où lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une guerre, malgré le danger, tout le monde veut revenir au pays. On est en train véritablement de vivre la prophétie du rassemblement des exilés. Nous sommes véritablement dans des jours historiques. Ce sujet de l'Alia me tient particulièrement à cœur. Nous avons fondé une association, Lech Lecha, depuis 1 an et demi pour aider les Juifs justement de France à monter en Israël. Ce sont des programmes d'Alia collective. Et donc je suis depuis 1 an et demi encore plus en contact avec les Olim qui sont déjà montés par notre programme l'été dernier et ceux qui vont faire leur Alia d'ici quelques jours. Nous avons un avion le 21 juillet, un autre le 3 août si Dieu veut, d'Olim qui viennent, plus de 250 Olim qui participent à notre programme. Et je peux vous dire l'enthousiasme, c'est extraordinaire de voir ce retour. D'abord, ils ont une chance énorme et nous avons eu aussi une chance énorme de revenir après 2000 ans d'exil, de se dire que nous sommes la génération du retour. Et véritablement, c'est un mérite énorme, c'est un honneur énorme. Et de voir cet amour pour Israël. Et vous parliez tout à l'heure à Jessica, est-ce que la peur de la guerre ne l'a pas fait renoncer à son projet? En France aussi, il y a un danger extrêmement grave, un antisémitisme énorme qui fait véritablement peur depuis surtout le 7 octobre. Non seulement ça, mais en plus également l'assimilation.
Là-bas, il s'agit de douleurs de l'agonie de l'Europe. Ouais. En Israël, effectivement, nous avons aussi des douleurs, nous avons aussi des difficultés, mais ici, ce sont les douleurs de l'enfant. Il y a un avenir, c'est ça que vous dites. Il y a un avenir, il y a des jours énormes qui vont, tout à fait, il y a des jours extrêmement grands qui nous attendent. Un avenir en Israël avec vous, Sarah Sialom, qu'ils écrivent l'histoire avec vous. Vous faites partie de ces Juifs de France qui réfléchissent un petit peu, sans indiscrétion. On ne peut pas occulter la situation en France qui était décrite très bien par ma consoeur, et j'accompagne en fait des personnes victimes d'antisémitisme en France. Je représente des associations en France qui luttent contre l'antisémitisme, et il y a véritablement une explosion de l'antisémitisme. Ce n'est pas juste, on va dire, les personnes portent plus plainte. Les chiffres en France sont très en deçà de la réalité, parce que beaucoup de personnes se disent c'est juste une insulte, c'est pas très grave, donc on porte pas plainte. Ce qu'on voit dans les tribunaux, c'est qu'il y a une explosion de cet antisémitisme d'extrême gauche sous couvert d'antisionisme, et sur ça il faut vraiment sensibiliser les juges sur cette passerelle entre l'antisionisme qui n'est qu'une forme larvée d'antisémitisme, un antisémitisme religieux, cette fois islamiste, parce que c'est aussi ça qui est inquiétant, c'est une résurgence d'un antisémitisme religieux. Avant c'était l'antisémitisme chrétien, on est passé à un antisémitisme laïque entre guillemets pour revenir à un antisémitisme religieux. Et puis aussi un antisémitisme d'extrême droite, de groupes néo-nazis, où j'ai pu voir un jeune homme de 18 ans qui se revendiquait comme nazi. Ouais. Donc c'est très inquiétant de voir cette résurgence-là. C'est vrai que ça bouge un peu les perspectives. Ouais. En tout cas, voilà, à suivre de près ces évolutions, à prendre au sérieux en France. Daniel, vous restez avec nous tous les trois. On a malheureusement pas le temps, c'est la dernière pause, c'est promis. Juste après, on se retrouve pour la suite et fin de cette édition spéciale en direct sur i24 News et sur YouTube. On vous salue également. Évidemment, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre via YouTube. À tout de suite.